installer la conf proprement dit. D'accord. Maintenant, voilà, on peut toujours filmer un petit peu. Oh, bah, Le micro, ça tourne. hein, ça tourne. Et puis, ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Oui, oui, voilà, voilà, voilà. Pour que la foule arrive. Oui. Et donc ici, voilà, c'est quelques minéraux qui associent à la fois la beauté des cristaux et leur couleur. Et ce sont des minéraux qui sont visibles à la collection de minéralogie de Jussieu. Alors, moi, dans les quelques messages très simples, c'était une réflexion sur la planète Terre, sur son fonctionnement, avec des observations très simples sur l'eau de mer est salée, c'est vrai, vous le savez tous, et elle est salée, et c'est quand même tout à fait surprenant parce que les fleuves, eux, sont beaucoup moins salés. Et donc c'est une première réflexion, pourquoi est-ce que la mer est salée? Et d'autre part, on ne marche pratiquement jamais sur des roches, surtout dans la région parisienne, on marche sur des sols, et vous avez plusieurs mètres de sol sur lesquels justement on va par exemple avoir des activités agricoles qui vont se développer. Alors donc l'idée de fond, c'est que lorsqu'il pleut, et on en a l'illustration ces temps-ci, lorsqu'il pleut, eh bien l'eau de ruissellement va dissoudre certains éléments chimiques. Très rapidement, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, par exemple, les alcalins. Par exemple, un alcalin, et donc ça va être une question, pourquoi c'est le sodium qui est lessivé et non pas, par exemple, son cousin, le potassium, qui est aussi abondant que lui sur Terre. Et ils laissent derrière eux des éléments qui sont beaucoup moins solubles et qui vont permettre justement de construire les sols, par exemple, avec des argiles et des minéraux variés qui vont servir à faire pousser les plantes, qui vont servir de support plutôt à la croissance des végétaux. Et alors tout ça, ça se rationalise dans des diagrammes tout à fait chimiques. Alors c'est un petit peu la morale, c'est de dire que bon, moi je suis sciences de la Terre d'origine, mais je me soigne, donc je suis dans un laboratoire de physique en collaborant avec les chimistes. Donc c'est pour dire là aussi que les frontières entre les disciplines, ça ne sert à rien en fait. Et la chimie en sciences de la Terre et de l'environnement, pardon, c'est très important dans les deux volets, c'est la géochimie, c'est la minéralogie, et c'est aussi donc un excellent terrain de jeu donc pour les chimistes. Et donc là, ce que l'on voit, c'est qu'en fonction de la taille des ions et de leur charge, sans aller très très loin, eh bien, on va distinguer des éléments chimiques qui, étant solubilisés, vont partir. Ce sont par exemple les alcalins, les alcalinotéreux et gros alcalinotéreux qui seront solubles. Ce sont tous les oxyanions, le carbonate, les phosphates, les nitrates, tout ce dont vous entendez parler dans la pollution des aquifères, justement, pollution en nitrate ou en nitrite, pollution en phosphate, et vont rester sur place, en fait, et vont être très peu affectés, ce qu'on appelle les éléments insolubles, qui vont justement constituer les sols et qui, lorsqu'ils partiront sous forme particulière et non pas sous forme dissoute. Et là, c'est une des illustrations, une très belle illustration justement en Amazone, sur l'Amazon, le fleuve Amazon donc, est ici, et ce fleuve Amazon, en fait, il provient de la confluence entre deux rivières, enfin deux fleuves qui sont déjà énormes, qui sont le Rio Solimões, qui vient des Andes, et le Rio Negro, qui, même si vous n'avez pas fait de portugais, vous devinez que ça veut dire la rivière noire. Et effectivement, lorsque vous allez donc c'est à Manaus, hein, donc on est au milieu de l'Amazone, que se trouve cette confluence, et pendant plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez, parce que ce sont des flux laminaires, donc vous avez les deux parties du fleuve qui ne se mélangent pas, entre les eaux qui proviennent du Rio Negro et celles qui viennent du Rio Solimões. Et dans les deux cas, c'est du fer qui va donner la couleur, une spéciation différente, complexe organique dans un cas, et particules, donc arrachées par l'érosion d'autre part. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement les fleuves vont participer à exporter des matières, mais j'insiste, ici, ce n'est pas du tout du fer dissous, hein, c'est simplement l'érosion des sols par les eaux qui ruissellent, ces eaux qui ruissellent et dont on entend beaucoup parler ces temps-ci avec les précipitations. Pardon. Voilà, pourquoi est-ce que l'eau est salée? Elle est salée parce qu'en fait, les ions potassium sont trop gros pour être solvatés dans les eaux naturelles, et donc du coup, il n'y a pas un vrai complexe
hydrate, et ils vont se faire piéger à la nature, ils vont se faire piéger à la surface des minéraux divisés qui se trouvent au fond des rivières, et très vite, ils sont piégés. Et donc arrive, alors que au départ, on a autant de potassium que de sodium, on a 45 fois plus de sodium que de potassium à l'arrivée dans l'océan, et c'est pour ça que l'océan, il est salé de type NaCl, de type sodium, et non pas de type potassium. Lorsque vous goûtez du KCl, c'est un goût astringent qui est tout à fait caractéristique. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une grande régularité de l'océan mondial. En fait, il y a des variations de concentration, mais en revanche, il n'y a jamais beaucoup de potassium. Oups, il n'y a jamais beaucoup de potassium donc dans ces eaux océaniques. On est tout le temps à peu près dans ce rapport-là. La deuxième conclusion, c'est du coup les sols vont se développer puisque vont rester sur le continent tous les composés insolubles qui vont construire les sols. Donc une remarque sur les sols, c'est que les sols, c'est un mélange de beaucoup de choses. On n'oublie évidemment pas l'eau, on n'oublie pas l'air. Sans air, il n'y aurait pas de sol, parce que c'est grâce à l'air que le sol va être aéré, et que l'on va donc avoir, avec l'aide des minéraux qui sont très divisés, qui vont permettre de piéger, par exemple, les phosphates ou les nitrates, donc les engrais que l'on va utiliser, eh bien, ils vont servir de support pour l'agriculture. Les interfaces de ces minéraux, comme il s'agit de minéraux très divisés de l'ordre de grandeur du micron, ça va piéger par exemple les contaminants, ça va piéger de très nombreux cations, comme on l'a vu tout à l'heure pour le potassium, et ça va faire qu'effectivement les sols sont considérés comme des éléments purificateurs de l'environnement. S'il n'y avait pas de sol, les aquifères dans lesquels on prend l'eau potable, ils n'auraient pas les qualités, que l'on connaît. Et donc juste une petite, là aussi, ça c'est un message pour moi qui est majeur, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment. Le drame actuellement au niveau terrestre, c'est l'évolution dramatique des sols, de la qualité des sols. Vous voyez qu'on perd énormément de surface, de surface cultivable. Vous voyez 30% des surfaces cultivables perdues depuis 40 ans. Donc ça se voit très facilement. Vous le voyez lorsque vous regardez les photos satellites, vous allez sur Google, vous voyez effectivement ces sédiments qui sont entraînés par les fleuves et qui vont dans les océans. De toute façon, vous le voyez bien sur la Seine ces temps-ci. On ne voit pas du tout le fond de la Seine, de toute façon, on ne le voit jamais. Et si on ne le voit pas, c'est parce que vous avez des particules qui sont justement transportées par ces fleuves. Alors, lorsqu'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas dramatique. Lorsque les sols ne sont plus cultivés, ils vont être érodés. Et on a effectivement des prévisions vraiment dramatiques sur les prochaines années. Ça, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié notamment aux conflits. Il faut savoir que dans les régions où vous avez des conflits et où il n'y a plus d'agriculture, les sols sont irrémédiablement érodés. Et il serait très difficile de revenir après en arrière. Et donc, effectivement, on a ce souci de l'évolution des sols, avec une humanité qui va augmenter, comme vous le savez. Et donc, on a moins de sol pour nourrir plus de monde. Ça va être un souci probablement majeur des toutes prochaines années, encore plus rapidement que les soucis climatiques. Au niveau qualitatif, c'est parfois pas fantastique. Vous voyez ici, par exemple, des rivières qui sont contaminées par des éléments chimiques qui cristallisent. Vous avez ces sels solubles qui cristallisent ici en surface. Vous voyez l'absence totale de végétation. Et dans d'autres cas, vous avez des nanoparticules d'oxyde de fer qui ont ici aussi, qui se sont formées dans ces eaux, qui évidemment ne sont absolument pas des eaux potables. Ce sont des eaux qui sont très très fortement contaminées dans des environnements qui ne sont pas maîtrisés. Voilà, alors ce que je voulais montrer, donc le titre c'est la machine chimique, c'était justement, donc on voit déjà la machine chimique, c'est comment faire un tri entre les éléments chimiques, entre l'eau salée et les sols. Et bien on continue à parler de ce tri, parce que lorsqu'on regarde la concentration des éléments chimiques, donc ça c'est la concentration absolue des éléments chimiques en échelle logarithmique, les éléments les plus rares que l'on trouve au niveau concentration totale, c'est très surprenant parce que on voit par exemple l'or ou le platine, alors que ce sont des éléments chimiques dont vous avez tous entendu parler. Donc on sait effectivement isoler ces éléments chimiques, alors que d'autres éléments chimiques, comme par exemple il y avait le scandium par exemple, ou même les terres rares. Si ça s'appelle terres rares, c'est parce qu'on a du mal à les isoler. Le scandium ne se concentre pas non plus beaucoup, donc on n'a quasiment aucun minéral et aucune ressource pour l'instant en scandium, il y en a vraiment très peu, alors que ce sont des éléments qui dans l'absolu sont des milliers de fois plus concentrés que ces éléments les plus dilués qui sont pourtant concentrés. Donc
la question c'est comment est-ce que la planète Terre fait pour concentrer ces éléments et les rendre à des concentrations suffisantes, suffisamment importantes pour qu'ils soient exploitables. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont spectaculaires. Donc ça, j'avais 2-3 exemples donc, pour l'illustrer. Le corrigé de l'exercice, c'est d'une part que les éléments chimiques n'ont pas tous les mêmes affinités pour leurs ligandes lorsqu'ils sont dans un milieu. Donc il y a des éléments chimiques qui vont préférer être entourés, par exemple, enfin s'associer plutôt à du soufre. Donc ce sont les éléments qui sont ici en jaune, donc qui vont former des sulfures. Donc s'il y a du soufre qui arrive sous forme de sulfure, il va piéger préférentiellement ces éléments chimiques. On en verra rapidement un exemple. Et puis, au contraire, d'autres éléments chimiques vont préférentiellement s'associer avec des oxydes, avec des silicates. Donc, on voit ici que les caïnotéreux, les terres rares également, les actinides, vont s'associer préférentiellement à ces oxydes. Alors ça, ce n'est pas suffisant. Ce qui est extrêmement performant, et c'est pour ça que l'or, par exemple, bien qu'étant très dilué, peut être exploité, c'est parce qu'on va avoir un jeu de redox qui va vous amener des alternances entre des ions oxydés et des ions réduits. Les ions sont insolubles, les autres sont solubles. Donc vous allez concentrer à un endroit, vous réoxydez ou vous réduisez et vous les transportez à un autre endroit où ils vont peut-être s'associer, enfin se rajouter à d'autres ions qui ont été mobilisés. Et donc petit à petit, vous allez pouvoir obtenir ces facteurs de concentration dont je parlais justement, qui sont vraiment spectaculaires, puisque là, l'homme n'y est pour rien. Un facteur 1000, c'est vraiment, enfin pour nous, c'est toujours un émerveillement, parce qu'on a l'impression que la nature fait toujours les choses un petit peu au hasard. C'est peut-être au hasard, mais c'est un hasard qui est quand même bien orienté pour justement viser sur une telle concentration des ressources naturelles. Et alors, ces minéraux qui vont être utilisés, donc si on en est revu aux ressources minérales, peuvent être soit des minéraux industriels, par exemple donc le gypse. Vous voyez ici donc ces fameux cristaux géants de gypse. Vous voyez là une personne ici, donc ce sont des cristaux qui font plus d'une dizaine de mètres de long, qui étaient visibles dans le sud de l'État de Chihuahua, on est dans le nord du Mexique, et que vous trouvez sur Internet. Là aussi, ce sont des photos absolument spectaculaires. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Donc le gypse, c'est un minéral industriel. Alors, ce n'est pas du tout ces cristaux-là qui sont exploités, évidemment, mais le gypse va justement permettre de fabriquer le plâtre. Et grâce à ça, c'est un matériau très utilisé actuellement pour l'isolation. Et le groupe Saint-Gobain est actuellement leader, justement, dans ce domaine. Et on oppose donc ces minéraux industriels qui sont utilisés tels quels, comme par exemple les kaolins pour faire du couchage sur le papier, qui sont utilisés en tant que minéraux. On les oppose aux minerais, et ces minerais qui sont exploités pour sortir un métal, comme par exemple ici ces très beaux cristaux de pyrite, qui peuvent être exploités pour rechercher non pas le fer, parce qu'on a bien mieux comme minerai de fer, mais en revanche, par exemple, c'est le principal minéral d'or, donc en dehors de l'or natif. L'or que l'on va chercher dans la nature, il sera généralement toujours associé à de la pyrite, alors évidemment en faible concentration, mais c'est là qu'on va l'exploiter le plus. Et puis certains minéraux, comme par exemple ici le rutile, dans ces très belles aiguilles de rutile. Le rutile, c'est l'oxyde de titane, TiO2, qui peut être soit un minerai de titane, soit un minéral industriel, comme utilisé en tant que TiO2. Et donc juste un petit clin d'œil, c'est parce que c'est parfois très médiatisé, c'est souvent spectaculaire. Donc à droite, c'est quelqu'un qui est très content parce qu'il a trouvé pas très loin de chez lui l'une des plus grosses pépites qui existent actuellement. Vous voyez le sourire. C'est très amusant de voir ces gens qui sont toujours très souriants quand ils ont un gros diamant ou une grosse pépite d'or dans les mains. Ils sont extrêmement contents. Donc Victoria, on est dans le sud de l'Australie. Et donc pour nous, c'est effectivement un questionnement. C'est comment est-ce qu'on trouve dans un sol 5,5 kg d'or. C'est pas du tout un galet qui a roulé, hein, c'est les pépites d'or. L'or a une densité pratiquement de 20, on est à 19,5, donc ça ne se roule pas comme ça. Un iPhone, hein, c'est 1 kg, hein, donc un morceau d'1 kg d'or, c'est la taille de l'iPhone. Et donc cette pépite, elle n'a pas poussé du tout, parce que ce n'est pas un gros cristal qui a été roulé, ce sont des processus biologiques. En fait, on a des bactéries qui respirent les degrés d'oxydation de l'or. Comme nous, on respire le carbone, eh bien, elle respire l'or monovalent, l'or trivalent, l'or réduit. Et c'est grâce à cette activité bactérienne que petit à petit, on va avoir justement donc l'or dissous qui va se trouver, l'or dissous qui circule dans les sols, qui va se trouver petit à petit incorporé dans ces énormes cristaux, assemblages de cristaux d'or qui font ces pépites. Et puis à gauche, c'est un des minéraux, c'est le minéral probablement le plus cher qui existe, qui a été acheté donc il y a quelques années. Alors le plus cher,
relativement à son poids, hein, un carat c'est 0,2 grammes, donc vous voyez que ce n'est pas un énorme diamant, mais il vaut cher, 48 millions de dollars, donc il a été acheté par un riche, évidemment il faut être riche à ce niveau-là, pour les 7 ans de sa fille, donc il s'appelait Joséphine, donc il a été rebaptisé le diamant bleu de Joséphine, et la veille il avait acheté un diamant rose, aussi pour sa fille. Bon, il ne valait que 28 millions de dollars, donc évidemment c'était moins cher, ça fait quand même un ensemble pour les 7 ans de la fille, je crois qu'elle a... Je ne sais pas si elle est contente, mais enfin, a priori, c'est quand même... ça marque, hein, voilà. Et donc effectivement, ce sont des... Bon, ça, c'est simplement le sourire du minéralogiste, hein, mais ça nous pose... Là aussi, c'est pour dire, il y a aussi des questionnements derrière. Un diamant, il arrive à la surface de la Terre, il est dans un état... C'est un des plus beaux exemples d'état métastable, puisque officiellement ce n'est pas la forme stable du diamant à la surface de la Terre. Les diamants qui existent, on habiterait à 200 km de profondeur, le carbone ne serait que sous forme de diamant. Donc le diamant, ce serait la routine, enfin, on n'y ferait pas plus attention, puisqu'il y a quand même pas mal de carbone sur Terre. Donc pourquoi est-ce qu'il arrive sur Terre? C'est parce qu'il arrive très vite. S'il n'arrive pas très vite, très rapidement à la surface de la Terre, il est transformé en graphite, tout de suite il va s'oxyder, et il va se transformer en CO2. C'est le CO2 des volcans, en fait, hein, ce carbone qui donne justement le CO2 que l'on a dans l'atmosphère, le CO2 d'origine non anthropique, hein, que l'on a sur Terre. Et donc ces diamants sont très intéressants en termes géologiques, parce que c'est pour nous d'abord un témoin unique de ce qui se passe dans le manteau, puisque s'il est monté vite, ça préservait tout ce qu'il avait dedans. Donc il a dedans des petites inclusions de minéraux qu'on peut ainsi étudier, comme si on était à 200 km de profondeur. Et puis ce sont des processus qui sont exceptionnels, parce qu'il est monté extrêmement rapidement, et c'est encore, les modèles physiques sont encore en train d'être affinés, parce qu'on ne comprend que partiellement la mise en place de ces diamants qui sont sur Terre. Voilà, alors sur les sulfures, là je vais peut-être le faire plus rapidement. Mon idée c'était de montrer que dans des endroits extrêmement variés, on allait former des sulfures métalliques avec le même processus, qui est j'ai des sulfates, je vais les réduire et ils vont se transformer en sulfure. Dès qu'ils sont sulfures, ils vont piéger les éléments de transition. Et donc il y avait trois exemples. Il y a dans les sédiments, quand vous vous promenez en baie du Mont-Saint-Michel, sur la baie de l'Aiguillon, enfin sur le long des côtes que l'on appelle vaseuses, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'il est péjoratif, et qu'il n'y a pas de raison d'être méchant avec ces sédiments qui sont un peu noirs. Eh bien cette couleur noire, elle est essentiellement due à l'existence de ces sulfures divisés. Donc on a une bioréduction, ce sont des bactéries sulfato-réductrices qui vont réduire les sulfates en sulfure. Il y a du fer dissous, et ce fer va effectivement former des sulfures de fer, donc avec ces ions sulfures. On va faire pareil au milieu des océans, dans les rides océaniques, on va avoir cette réduction de sulfate en sulfure, donc associée au fait que l'on a du fer ferreux dans la croûte océanique, et donc le sulfate qui est dissous naturellement dans l'eau de mer va se transformer en sulfure. Ici aussi, ces sulfures, eh bien, ils vont prendre les éléments de transition du basalte, de la croûte océanique, sulfure de fer, sulfure de nickel, sulfure de cuivre. Il va donc nous concentrer ces éléments de transition. Et le troisième exemple, eh c'est la même chose, mais cette fois-ci dans un magma, où lorsqu'un magma traverse par exemple des couches sédimentaires où vous avez des sulfates, eh bien, il va les assimiler, il va les dissoudre, entre guillemets, il va les incorporer dans ce silicate fondu. Vous allez avoir ces sulfates qui vont se trouver réduits en sulfure, parce qu'ici aussi on a du fer ferreux qui va réduire les sulfates. Ces sulfures, comme tout à l'heure, ils vont, là aussi, ça se permet de récupérer tout ce qui est éléments de transition, encore une fois, nickel, cuivre, fer évidemment. Et donc ça nous fait trois processus identiques dans des environnements qui sont très différents. Donc voici des sédiments. Alors là, avec un peu de lumière, on n'y voit pas grand-chose, mais ça c'est probablement des choses que vous avez, des paysages plutôt que vous avez probablement vus, à marée basse, vous avez ces côtes envasées, et avec des cristaux qui sont absolument magnifiques. Ce sont en fait des agrégats de petits octaèdres qui vont s'auto-organiser pour faire, par exemple, des pseudosymétries 5, des pseudosymétries 3. C'est vraiment des signatures d'activité biologique extrêmement spécifiques. On a aussi un paysage original donc au niveau des sources donc hydrothermales sous-marines qui permettent la synthèse de ces sulfures métalliques qui sont en train de sortir. Ils sont associés aussi avec des oxydes, mais l'essentiel c'est quand même des sulfures. Et donc ici c'était le schéma qui expliquait que vous avez l'océan qui est ici, on est à peu près donc au niveau de ces dorsales océaniques, et donc
pardon, et on avait donc l'eau de mer, les sulfates contenus dans l'eau de mer qui vont traverser cette zone fissurée qui est en train de se distendre et donc qui laisse de l'espace justement pour laisser passer l'eau océanique, avec un magma qui est juste en dessous, qui fait donc la machine thermique, et vous sortez donc un fluide qui a très haute température, hein, on est à plus de 300 degrés, alors que le plancher océanique on est à peu près vers 2 degrés, donc le contraste en température est absolument spectaculaire. Immédiatement vous trempez vos sulfures, et puis évidemment ils vont petit à petit se déposer dans l'environnement de cette ride. Et le dernier, oui, donc il n'est pas sorti, bon, c'est pas grave. Donc le dernier, c'était bon, je vais juste faire un petit commentaire. Le dernier, c'était les sulfures océaniques. Lui, j'avais pas vu que la figure n'est pas sortie. C'était juste une remarque. Le plus gros gisement donc, de ce type de sulfure est en Sibérie, c'est Norilsk. Norilsk a été un des grands goulags en fait, de l'époque stalinienne. On pense qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont mortes dans ce goulag, qui est encore, alors c'est plus du tout un goulag, mais ceci dit, c'est quand même un des plus grands producteurs de nickel du monde. Et ce nickel est sous forme de sulfure de nickel. Et ces sulfures viennent de la réduction des sulfates, encore une fois, par le magma qui contenait des ions de fer ferreux. Le deuxième exemple que je voulais montrer, c'était les gisements de fer. Donc les gisements de fer, donc les grands gisements de fer. Le fer a vu, l'exploitation des minerais de fer a totalement changé depuis une cinquantaine d'années. Ça a été la catastrophe économique que vous savez pour la France, puisque le fer de Moselle, les mines se sont arrêtées brutalement. Donc c'était pareil dans la Ruhr, c'était pareil en Wallonie. Le minerai de fer qui était exploité dans cette région-là ne tenait pas la route en termes de concentration et surtout de qualité, parce qu'il y avait du phosphore dedans, par rapport à ces énormes mines de fer qui ont été progressivement développées. Et maintenant, donc on se retrouve avec des pays, donc vous voyez l'Europe a disparu, hein, des producteurs de fer. Les deux principaux producteurs sont l'Australie, qui est le premier exportateur mondial, et la Chine, qui est le premier producteur mondial. Et ce sont des gisements qui sont récents. La Chine ne jouait pas dans la cour des grands il y a 15 ans. Donc c'est depuis le début du XXIe siècle qu'il y a une explosion de la production et de la production d'acier provenant soit de minerais chinois, soit de minerais achetés par la Chine, parce que c'est la base de la construction donc des villes, en fait, des grands édifices. Hein. Il vous faut du fer pour construire, pour monter les tours. Et alors ce fer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, d'une part, ces mines sont de très grandes dimensions, donc elles ont souvent, c'était sur cette figure-là où elles ont souvent plusieurs kilomètres de diamètre, hein, et les volumes sont tels que tout est énorme. Les bateaux sont les plus grands bateaux qui existent au monde, on est à plus de 400 000 tonnes maintenant sur les vraquiers minéraliers qui vont transporter ces minerais. Les trains, pour ceux qui aiment les chemins de fer, c'est extraordinaire parce que les convois de 35 000 tonnes font 2 km de long, il leur faut 1 km pour s'arrêter. Donc vous imaginez quand il y a un accident, et il y a des accidents, c'est toujours spectaculaire. Ces trains ne seront plus conduits, ils sont tous automatisés, c'est-à-dire qu'on évite justement un souci supplémentaire. Donc il n'y a plus de personnes vivantes à bord du train, mais effectivement il vaut mieux ne pas être sur le trajet du train, notamment pour les bêtes qui veulent traverser. Et donc là, il est impossible que le train s'arrête. Donc on est sur des volumes qui sont absolument spectaculaires, avec une concentration donc des réserves et ils sont tous, quel que soit l'endroit du monde, ils sont tous du même âge. Ils viennent tous du moment où le dioxygène est apparu dans l'atmosphère terrestre. Pendant la moitié de la vie de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Et donc ça n'a pas empêché du tout la vie de se diversifier et d'apparaître, hein. Simplement que c'était d'autres types de logiques d'énergie donc utilisée par la matière vivante. Et puis un peu avant 2 milliards d'années, donc à peu près, hein, la Terre est à 4,5 milliards, donc à peu près presque la moitié, on a eu effectivement le dioxygène qui est progressivement sorti donc, dans l'atmosphère, et ça a permis d'oxyder le fer ferreux qui était dans l'océan mondial. C'est-à-dire le fer était à ce moment-là sous la forme soluble fer ferreux, le fer ferrique est totalement insoluble, et donc on a précipitation, c'est-à-dire comme en TP de chimie, on a précipitation du fer ferrique, et c'est pareil dans le monde entier. Donc tous les gisements viennent à peu près de cette période, et ensuite une fois que le fer ferrique a été oxydé, une fois que le fer ferreux a été oxydé, c'est-à-dire dans cette période-là, eh bien l'oxygène a pu
arrivait à plus se développer dans l'atmosphère, puisqu'il n'y avait plus d'agents réducteurs qui l'empêchaient justement de se former, puisque pendant tout ce moment-là, on avait effectivement le dioxygène produit par la photosynthèse marine qui était pris par le fer ferreux qui s'oxydait. Voilà, et puis donc la dernière remarque le dernier exemple, c'était sur les métaux des nouvelles technologies, sur le fait que l'on a besoin, avec les technologies actuelles, dans les sociétés actuelles, on a besoin d'une diversité chimique que l'on n'imaginait pas il y a 100 ans. Pendant des siècles, on a vécu avec quelques éléments chimiques, quelques métaux, c'était la base de la sidérurgie par exemple. Ces métaux se sont un petit peu diversifiés avec les industries électriques, avec l'apparition de l'électronique, et on a littéralement explosé avec les nouvelles technologies. Dans un téléphone portable, il est courant de dire que vous avez une quarantaine d'éléments chimiques différents. Donc il faut rechercher des ressources pour des éléments qui faisaient sourire. Le niobium, dire qu'on travaillait sur des gisements de niobium il y a 50 ans, vous aviez un sourire condescendant, pauvre gars, c'est vraiment, on se demandait ce qui se passait, alors que maintenant le niobium est un élément chimique clé, puisqu'il va jouer un rôle très important au niveau notamment des micros et essentiellement des micros. Donc on a besoin d'éléments chimiques rares. Donc là, j'en cite quelques-uns, donc lithium, tantal, niobium par exemple. Et ces éléments chimiques, on va les trouver associés avec des granites. Lorsque les granites se mettent en place, eh bien, les minéraux vont cristalliser et ces minéraux ne contiennent pas d'eau. Et donc l'eau va être expulsée dans des fissures qui sont associées à la mise en place du granit. Donc les fluides des fluides supercritiques, on est bien au-dessus des 350 degrés, on est vers 600-700 degrés. Ces fluides vont partir dans l'environnement. Ici, ils sont bien guidés, c'est-à-dire si on a des fissures préférentielles, des directions préférentielles, on va précipiter des minéraux qui vont contenir ces éléments chimiques qui sont justement maintenant recherchés pour les nouvelles technologies. Alors, deux remarques. D'une part, c'est que ces fluides, on les connaît parce qu'il suffit de regarder avec un microscope dans les minéraux et on va retrouver les défauts de croissance qui ont piégé le fluide et qui ont piégé le fluide que l'on peut donc analyser. On voit ici par exemple des cristaux, on voit ici une bulle de gaz qui vient du fait que le fluide s'est refroidi puisque le minéral est maintenant à température ambiante. Donc on va pouvoir analyser le contenu de ces fluides et donc ainsi connaître, c'est assez extraordinaire parce que même si le minéral s'est formé il y a 1 milliard d'années, on a la composition du fluide dans lequel il s'est formé il y a 1 milliard d'années. Donc c'est évidemment une source de connaissances qui est très intéressante. Et alors ça peut faire donc des gisements dans ce qu'on appelle les pegmatites, des gisements avec des cristaux géants. Donc je ne sais pas si on voit bien. Donc ici c'est la hauteur d'une personne et vous voyez les cristaux. Donc des cristaux de plusieurs mètres. C'est pareil ici, vous avez des engins et vous voyez les énormes cristaux qui peuvent faire plusieurs mètres de long et qui sont évidemment exploités industriellement pour de très nombreuses ressources, alors, indépendamment du fait que ce sont souvent de très beaux minéraux. Donc on a par exemple différentes formes de béryl, aigues marines qui vont cristalliser dans ces conditions. On a aussi des matières premières pour le lithium, pour le bore, pour le beryllium évidemment. Et donc ça rappelle qu'on a besoin de ces métaux critiques pour la transition énergétique. Donc ça c'est un débat, c'est encore autre chose, c'est un débat qui est extrêmement chaud actuellement, c'est de savoir si les projections que l'on a sur par exemple le véhicule électrique, sur les énergies alternatives qui alimenteraient les grands centres urbains, donc vous savez qu'il faut, sur des énergies qui sont à production irrégulière, il va falloir stocker donc cette énergie pour pouvoir la redélivrer lorsque par exemple c'est la nuit et que le photovoltaïque ne peut pas fonctionner. On a besoin pour ça de batteries, donc de batteries transportables pour les véhicules, de batteries de masse pour les alimentations des centres urbains, on a besoin de cobalt, on a besoin de lithium notamment. Et donc ce lithium, par exemple, juste pour parler du lithium, eh bien, il y a 2 grands types de production. Il y a d'une part des gisements dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont ces lacs d'altitude que l'on trouve en Amérique latine et qui commencent à être exploités, donc avec prudence parce qu'environnementalement parlant, ça pose des questions importantes. Donc ça c'est un premier type de gisement qui sont ici en bleu clair. Et d'autre part, les filons dont je viens de vous parler, ces filons associés au granit dans les pays qui sont marqués ici en rouge et qui sont actuellement, donc notamment l'Australie qui a le plus gros gisement de lithium actuellement, est exploité exactement dans le contexte que je vous ai présenté tout à l'heure.
Donc on a, alors comment ça se fait qu'on se retrouve avec ces éléments chimiques, lithium par exemple, préférentiellement concentrés? C'est lié au fait que le lithium, donc on est encore dans la machine chimique, le lithium c'est un alcalin, c'est vrai, mais c'est un petit alcalin. Et en fait, la cristallochimie n'aime pas quand on sort des rangs, quand on est un petit peu inhabituel. Donc elle n'aime pas les petits, elle n'aime pas les gros. Le césium, c'est pareil. Donc les minéraux qui vont se former, ils vont se former par exemple un minéral alcalin qui contient du sodium ou du potassium. Le lithium ne peut pas rentrer dans les sites du sodium parce qu'il est trop petit. Le césium ne peut pas rentrer dans les sites du sodium ou du potassium parce qu'il est trop gros. Et donc ces minéraux vont cristalliser en laissant de côté tous ces éléments chimiques qui sont un petit peu les parias de la géochimie. Et ces éléments chimiques, eh bien, on les retrouve à la fin dans ces fluides qui sont expulsés lorsque votre granit se met en place. Voilà, donc dans ces fluides où vous avez justement tous ces éléments chimiques qui n'ont pas pu rentrer dans les cristaux qui se sont formés dans le granit et dans lesquels vous avez silicium, aluminium, sodium, potassium, je dirais en gros. Donc tous ces éléments un peu exotiques qui deviennent maintenant intéressants. Et donc voilà la machine chimique justement qui s'est mise en place pour nous concentrer ces éléments dans ces minéraux très exotiques. Voilà, et donc ce que je terminais, c'était sur la partie environnementale, c'est que les sciences de l'environnement, c'est évidemment aussi des sciences de la Terre, c'est ce qui se passe à la surface de la Terre, ce sont les problèmes de contamination. Et donc c'était juste un exemple pour vous montrer très concrètement sur un exemple français, la machine chimique. Alors c'est la machine biogéochimique, parce que justement on va voir l'activité biologique joue un rôle majeur, où vous avez des concentrations en arsenic. En fait, c'est une ancienne mine qui a été fermée il y a une 50aine d'années. Et on a laissé les déchets miniers comme ça à l'air libre. Ces déchets miniers, ce sont des sulfures qui contenaient un petit peu d'arsenic, pas beaucoup mais un petit peu. Et donc au bout les années passant, avec de la pluie évidemment, de l'activité biologique, l'arsenic se mobilise. L'arsenic se mobilise sur quelques kilomètres. On arrive à avoir des concentrations donc liées à l'activité biologique, des concentrations énormes. Vous voyez qu'on est à 20% d'arsenic, 20% d'arsenic. Vous laissez toutes vos affaires sur place. Vous ne sortez pas et donc c'est évidemment des endroits qui sont extrêmement dangereux. Et l'efficacité des processus donc, biologiques pour la décontamination de l'eau, elle est spectaculaire puisque vous voyez qu'on va passer de ces concentrations de plusieurs centaines de milligrammes par litre à une centaine de microgrammes par litre. Alors on est encore trop à peu près d'un ordre de grandeur, mais on a quand même perdu 3 ordres de grandeur en quelques kilomètres. Ces bactéries précipitent ainsi l'arsenic et font que l'eau qui va ensuite s'écouler sera d'autant plus appauvrie en arsenic. Alors vous voyez le danger évidemment, on est en France, on est dans le Gard, et les gens habitent, les gens cultivent leur jardin, sachant que certains légumes sont des concentrateurs d'arsenic, donc effectivement il y a un problème de santé publique qui est extrêmement important, et c'est ce qu'on appelle des bombes à retardement, c'est-à-dire que c'est pas au moment où la mine fonctionnait que se pose le problème, c'est des dizaines d'années après, lorsque ces minéraux ont été altérés et vont donner des composés solubles. Et voici donc les micro-organismes en question, où on va avoir, que l'on voit ici, que l'on voit là, et qui vont avoir des réactions différentes. Je ne rentre évidemment pas du tout dans le détail, mais qui vont effectivement donner naissance à des composés variés. Là aussi, je suis désolé, le passage de Mac à PC a été un peu mortel pour ce dessin. Enfin, c'est pas grave, ce sont des structures que l'on connaît, donc c'est différentes formes d'arsenic, 3+, et 5+, qui sont formées. Voilà, donc c'est là-dessus que je termine, donc sur une vision de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui montre justement ces problèmes de conflit entre l'usage de la ressource minérale et le respect de l'environnement. Vous avez donc une des grandes mines de nickel du nord de la Nouvelle-Calédonie, Tiebagi. Donc derrière, vous avez le lagon qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a effectivement cette contrainte entre la nécessité d'exploiter une mine. Le nickel est la principale ressource économique de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que cette année, c'est l'année du référendum pour l'indépendance ou pour le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Et la question se pose parce que justement, la Nouvelle-Calédonie a les plus grandes ressources mondiales actuellement, à 40% des ressources mondiales en nickel, donc de ce type de gisement au niveau mondial. Donc c'est un potentiel économique qui est absolument considérable et qui donne donc évidemment l'importance de ce territoire. Donc ici, on a le lagon classé au patrimoine mondial, et vous voyez la petite barre blanche ici, c'est le récif Frangeant qui sépare le lagon de l'océan Pacifique. Donc on est dans un environnement qui
classé, très important au niveau économique. Et donc, effectivement, c'est pour moi très emblématique de ce type d'usage des ressources minérales. Voilà, petit exposé rapide. Oui, bien sûr. Sur l'exemple français, si on peut comprendre que, tant qu'on ne savait pas quelle concentration d'arsenic avec la mesure qu'on a été prise, est-ce que maintenant qu'il y a connaissance, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises, d'interdiction Bien sûr. Alors, on est sur une comment dire, on a vécu jusqu'à il y a quelques dizaines d'années avec le fait que lorsque vous exploitez une mine, c'était bien, et puis à un moment c'est plus rentable. Et très souvent, quand on se promène en tant que minéralogiste amateur, je me suis pas mal promené dans les provinces françaises, on cherchait justement, c'est ça qu'on cherchait, c'est des anciennes mines qui étaient plus en activité pour trouver justement des minéraux intéressants. Et là, c'était toujours très surprenant. Il y avait des fois, on avait encore des tracteurs, il y avait encore des bennes, il y avait encore des instruments. Enfin, les gens comme s'ils étaient partis dans la journée en courant, et puis ils avaient tout laissé sur place. Et surtout que ça coûtait cher, parce que c'était souvent dans des régions isolées. Donc on laissait tout en l'état, les galeries étaient accessibles. Et donc les haldes, c'est-à-dire tous les déchets miniers, étaient laissés comme ça à l'air. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas tenable, parce qu'en fait, ensuite, la société souvent disparaît, c'était des petites exploitations, et même quand c'est des exploitations plus grosses, ces mines sont rachetées, sont revendues, et on perd petit à petit le fil. Et on arrive à ce qu'on appelle des sites orphelins. Les sites orphelins, c'est des sites où il n'y a plus de responsable. Quand il y a un responsable, le pollueur, c'est le payeur. Quand il n'y a plus de responsable, le payeur, c'est l'État. Donc on a le problème actuellement, par exemple, sur Salsigne, au nord-ouest de Carcassonne, une ancienne mine d'or qui a été exploitée jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, je demande toujours à peu près dans ces délais-là. C'était une mine d'or avec donc des pyrites qui contiennent de l'arsenic. L'arsenic était un peu exploité, mais ce n'était pas vraiment lui qui était exploité, c'était l'or. Donc on a laissé beaucoup de déchets miniers, énormément de déchets miniers dans cette région. Cette région est absolument sinistrée. Là aussi, allez sur Internet, vous verrez ça. Donc on a effectivement des arrêtés préfectoraux qui tous les ans interdisent de récolter un certain nombre de légumes dans les jardins, interdisent de récolter des herbes sauvages, interdisent de récolter des champignons. C'est hallucinant. Donc les populations sont totalement effondrées parce qu'il y a une dizaine de communes qui sont concernées, c'est pas rien du tout. Et évidemment, vous ne pouvez pas revendre votre maison dans ce contexte-là. Et c'est évidemment une très très grosse tension. Alors maintenant, et c'est dans le monde entier, il n'y a pas qu'en France. Maintenant, lorsque vous souhaitez plutôt avoir une autorisation d'ouvrir une mine, on vous demande le plan d'ensemble, y compris le post-mine. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrêtez? Vous allez arrêter, il n'y a pas de problème. Est-ce que comment vous garantissez financièrement que vous allez réhabiliter le site? Sous quelle forme vous réhabilitez le site? Est-ce que c'est une forme qui est acceptable? Et surtout, on va essayer de voir si on peut, sous quelle forme c'est crédible financièrement, parce que, in fine, sinon, c'est l'État qui assure ça. Et dans de très nombreux pays du monde, l'État refuse. Donc, on a certains pays où on a des situations qui sont au niveau environnemental absolument dramatiques, parce que la société a disparu pour des raisons variées, et l'État ne mettra pas un centime. Oui. Oui, tout à fait. Oui, alors ça c'est par exemple le souhait. Là, ce que l'on a vu à l'instant, ce que je vous ai montré sur cet exemple absolument spectaculaire qui se passe donc à la frontière entre le Gard et l'Hérault, dans le sud de la France, évidemment ça a attiré beaucoup de convoitises. C'est-à-dire qu'on aimerait bien prendre ces algues et ces micro-organismes et les amener dans des endroits qui sont contaminés à l'arsenic. L'arsenic est une des grandes préoccupations au niveau mondial, pour des raisons variées que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on a au Bangladesh, il y a plusieurs millions de personnes qui sont affectées. Alors, ce n'est pas du tout lié à l'activité minière, mais c'est quand même le résultat de l'activité humaine. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui sont concernés par des contaminations en arsenic, qui est un cancérigène redoutable, en plus d'être en chimiotoxique. Et à chaque fois, il est impossible d'implanter un micro-organisme quelque part. Il y a la notion d'écologie bactérienne. Immédiatement, les micro-organismes disparaissent parce que c'est une question de compétition. Donc ça, c'est effectivement
c'est effectivement malheureusement très, très difficile. Oui, oui. Vite, on en est à la centaine de kilomètres heure. Pour des processus géologiques, c'est extrêmement rapide. Alors du coup, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'évidemment, dans la Terre actuelle, on ne peut pas imaginer qu'un diamant remonte à cette vitesse-là, parce que nos croûtes continentales sont vieilles, elles sont épaisses, elles font parfois 50, 70 km d'épaisseur. On n'imagine pas, il n'y a pas un tuyau qui va traverser comme ça. Donc, les gisements de diamants et la recherche des gisements de diamants va se faire sur les endroits les plus anciens qui existent sur Terre, du temps où justement la croûte continentale était la plus fine. Et là, effectivement, s'il n'y a que 10 km, on a bien plus de chances que sur 70 km. Et donc c'est pour ça qu'on les recherche sur ce qu'on appelle les boucliers, sur les zones centrales des boucliers. Donc on les trouve dans le nord du Canada, on les retrouve dans 2 parties du Brésil, l'Australie. Enfin, c'est des régions vraiment très très particulières, du temps où la Terre était jeune et où la croûte continentale était donc très peu épaisse. Non. Alors, les mines oui, pardon. Oui, alors, les mines de diamants sont profondes parce que justement, ce sont des cheminées verticales. Évidemment, à un certain moment, on va être obligé de s'arrêter. C'est un peu comme pour les mines d'or. Les mines d'or, on a effectivement le problème que ces mines d'or, en Afrique du Sud notamment, sont en train, l'Afrique du Sud perd de façon très significative son rôle de leader au niveau de l'or parce que les mines sont trop profondes. On est à 60-70 degrés au niveau de la roche, c'est-à-dire que vous brûlez pratiquement si vous touchez. L'homme blanc déjà depuis de nombreuses années ne peut plus y travailler pour des raisons physiques, il n'a pas la résistance pour y travailler, et on sait que ça continue en dessous. Et on sait qu'on va être obligé d'arrêter, bien que ça continue en dessous, mais c'est plus humainement supportable en fait. Et donc pour les diamants, c'est un petit peu la même chose. Oui. Ce sont des cheminées verticales, donc on ne peut pas s'enfoncer trop profond. Donc il y a d'autres gisements. Alors comme le diamant est extrêmement résistant, après on recherche le diamant dans des conditions beaucoup plus exotiques, mais beaucoup plus simples, c'est-à-dire dans les sédiments marins justement, en disant que ces cheminées ont été érodées avec le temps et qu'on va donc retrouver un petit peu de diamant, évidemment très peu, mais un petit peu de diamant dans ces sédiments, ce qui pose un problème environnemental majeur, puisqu'on va donc remuer des quantités de sédiments énormes le long des côtes, et donc évidemment l'environnement côtier, il faudra faire attention à ne pas avoir tout, disons, ne pas trop perturber l'environnement, quoi. Si, bien sûr. Oui. Il y a des diamants artificiels, il faut le spécifier, et il faut spécifier ce qui est naturel et artificiel, c'est toujours pareil, hein. Donc on sait faire des rubis artificiels, on sait faire des émeraudes artificielles. Ce que demande la législation actuellement, simplement, c'est de spécifier, lorsque vous achetez, c'est comme pour une œuvre d'art en fait, hein. On pourrait avoir de très belles imitations de Van Gogh, mais c'est pas un Van Gogh, mais c'est comme un Van Gogh. Donc on demande quand même, au niveau légal, de préciser si c'est synthétique ou si c'est naturel. Comment? On aura. Oui, c'est-à-dire que le diamant industriel, de toute façon, n'est que synthétique, hein. Maintenant, on sait le faire parce qu'en plus, on sait le faire de façon extrêmement sophistiquée. On sait faire des couches minces, des revêtements en diamant, exactement pour l'utilisation que l'on souhaite. Par exemple, pour faire des forages dans des environnements très résistants. Pour ce que j'ai montré, c'est-à-dire pour le fun, vous êtes milliardaire et vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de proche pour les 7 ans de votre fille, ce sera toujours un diamant naturel. En revanche, on n'imagine pas offrir un diamant artificiel à 50 millions de dollars. Enfin, je ne pense pas. Merci.